c'est vous présenter les résultats du travail sur l'établissement de la base de données vélo à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette base de données, elle a démarré il y a maintenant plus d'1 an et demi avec l'aide du bureau d'études Immergis qui nous accompagne. On a mis une petite slide qui rappelle l'équipe projet. Donc, je me présente, c'est Ségolène Chimère à la direction des infrastructures des grands équipements. La direction des transports est accompagnée par la délégation connaissances, planification et transversalité. Donc, ces représentants sont autour de la table, sauf Julien Dargaud qui n'est pas là, Émilie Chavert que vous connaissez pour ceux qui ont fait les cartoparties. Elle était présente à toutes les cartoparties. Merci Émilie. Et je m'excuse, j'en profite pour m'excuser, je ne vais pas pouvoir rester avec vous, donc je vais devoir vous quitter d'ici 5-10 minutes. Voilà. Désolée, mais bon, vous avez tous les éléments. Victor est là. Voilà. Donc, Victor Camus, le technicien SIG aussi, qui est depuis le départ et même avant le démarrage de ce projet avec nous. Voilà, vous le connaissez aussi. On a Loredane Cufolo qui n'est pas écrite dans cette slide, mais qui est vraiment une cheville ouvrière importante aussi du projet. Bonjour Loredane, mais elle partage son écran. Voilà. Sandy Muscarnera de l'IGN. Et puis, évidemment, les représentants du bureau d'études Immergis qui nous accompagnent sur ce projet, Samuel Masson, qui est à Montpellier, et Enzo Brière, qui est à Caen, voilà, et qui est aussi une cheville ouvrière qui a pris le relais et qui est vraiment notre interlocuteur privilégié depuis plusieurs mois. On va rentrer dans le vif du sujet de cette réunion. On espère tenir en 1h30, puisqu'on a pas mal de choses à vous dire et aussi à prévoir l'avenir. Donc, c'est vous rappeler les grandes étapes de ce projet qui a démarré en septembre 2024, les modalités pour accéder à cette base de données vélo sur la plateforme DataSud, qui est animée, administrée par les collègues du SCOT, Service Connaissance du Territoire. Comment aussi cette base de données, elle est publiée dans OpenStreetMap. Quels usages vous pouvez avoir de ces données. Enfin, les dernières missions qui restent à accomplir par Immergis en termes de mise à jour, d'animation de formation et aussi commencer à poser les jalons pour la mise à jour qui va relever de tous les partenaires que la région a identifiés en région. Voilà. Donc, un petit rappel sur le contexte. Cette base de données, elle est issue d'une volonté de la région d'améliorer l'information vélo en région. Et c'était le 5e axe de notre plan vélo 2024-2028, puisque cette base de données, vous allez le voir, elle sert à des applicatifs, à vous-même, elle peut aussi vous servir à de nombreuses applications aussi dans la connaissance de la donnée vélo, en aménagement, en équipement, en service, et puis aussi des applicatifs extérieurs. Donc voilà, c'est une des actions de ce plan vélo. C'était le contexte. Sur les étapes, alors attendez, ça bloque, mais je vais les rappeler parce que je les connais, je les ai bien en tête, le temps que Loredane puisse débloquer. Donc, c'est un projet qui a démarré en septembre 2024. Si vous le souhaitez, vous pouvez revoir la visio de ce lancement. Ensuite, le bureau d'études Immergis a procédé à une collecte de données en faisant appel à toutes les collectivités, aux agents d'urbanisme que nous avions dans nos tablettes. Et cette collecte de données, elle s'est établie entre octobre 2024 jusqu'au début d'année, jusqu'à mars 2026, pour récupérer vos données et nos propres données région aussi, puisque nous en avons quelques-unes, notamment sur les stationnements dans les abris vélo en gare. Donc, il y a eu la collecte. On n'avait pas de données forcément de toutes les collectivités, de tous les territoires. Donc, on a eu Immergis a fait de l'arpentage terrain, là où on avait ce qu'on appelait un peu des zones blanches.
mais l'avantage, il a consisté aussi à qualifier la donnée là où elle était insuffisamment complète par rapport aux attributs qu'on avait choisis. Merci Loredane. Ensuite, grâce à l'ensemble de ces données qui étaient dans la base de données vélo, elles ont commencé, Imergis a commencé à les publier dans OSM. Et ce travail, il va s'établir jusqu'à mai 2026. En parallèle, pour vous sensibiliser au lien entre DataSud et puis la contribution dans OSM, nous avons organisé 6 cartoparties. On en reparlera en détail à la fin de ce rendez-vous. Et vous voyez qu'Imergis a encore une étape jusqu'à septembre 2026. Il pourra se charger de la mise à jour de la base de données et de la publication dans OSM. Et la diffusion commence à s'opérer sur DataSud, on va en parler précisément. Ainsi, et l'idée, c'est aussi de proposer des formations animées par Imergis et Victor Canu du SCOT pour savoir contribuer dans DataSud ou publier dans OSM directement. Et enfin, il y aura l'étape de mise à jour par nous tous. On a encore un petit problème de passage de diapo. Voilà. Un tout petit rappel schématique, voilà, de ce que je viens d'évoquer, de la collecte avec la carte de la région, de l'arpentage terrain. Le tout est mis sur la base, sur la plateforme DataSud, qui vient alimenter soit OSM, soit, suivant les licences, la BD topo de l'IGN. On peut passer. D'accord. On peut passer la slide. Donc maintenant, on va passer, c'est Enzo qui va prendre la parole et qui va nous expliquer les données qui ont été mises sur la plateforme DataSud, les données qu'Imergis a collectées auprès de vous tous. Ok, merci. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Alors, donc pour résumer, la base régionale, c'est vraiment les données qu'on a réussi à récupérer grâce aux différents acteurs du territoire. Donc, on a les données des collectivités, des agents de terrain, des bureaux d'études et des associations. Donc ça, c'est vraiment la base vélo régionale. Donc cette base vélo régionale, elle se représente en 3 thématiques. On a les infrastructures cyclables, le stationnement vélo et les équipements et services. On n'a pas par contre tout ce qui est itinéraire cyclable. Cette base régionale, elle se sépare en 2 licences en fonction des données qu'on avait. Et pour ensuite rediffuser auprès de l'IGN, bah, il y a Est-ce que soit vous la avez la licence ouverte. projection ou pas? Ben non, c'est ce que je viens de t'écrire, Ségolène. Oui, j'ai vu, mais je vois que quelqu'un dit qu'il l'a. Alors. Oui, moi je l'ai aussi. Oui, je l'ai. Oui, aussi, c'est bon. Oui. Non, non. Qui ne l'a pas, donc Marine et. Ouais. Sinon, je peux peut-être essayer de désactiver et réactiver. C'est étrange. Ah, c'est bizarre. Excusez-nous, mais. Ben, moi, c'est pas très compliqué, je peux descendre, mais Bon, j'ai l'impression qu'il y avait une bonne partie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'avaient pas la projection? Je n'ai pas la projection. Je l'ai pas, Ségolène, ouais. faut peut-être fermer, enlever le partage et le remettre. Ouais, c'est ce que je viens de faire, ça n'a pas changé. Ah. Ça n'a rien changé, là, attendez. Loredane, toi de ton côté, ça fonctionne pas? Moi, ça avait bloqué, mais je peux essayer de reprendre si besoin. Ouais, si moi ça fonctionne pas. Comme ça te permettra de. Là, normalement, je viens de le réactiver. Je sais pas si ça fonctionne pour tout le monde. J'essaie de suivre. Ceux qui avaient un problème, vous voyez désormais ou pas? Non. Alors, moi, toujours pas. Ah. Bon, réessaye de ton côté, Loredane. Ouais. Désolé pour les. C'est bizarre. Ça dépend peut-être du navigateur. Est-ce que tout le monde voit? Non, je vais essayer de me déconnecter et reconnecter, moi.
Oui, c'est peut-être ceux qui ne voient pas qui devraient peut-être essayer. Oui. Ok, bon, je me redéconnecte et je me reconnecte. Sinon, Merci. je descendrai. Voilà. Donc, tu peux reprendre, Slide 10 ou 11. voilà, Loredane. Voilà, c'est toi qui partages, Oui, Loredane. maintenant c'est moi. Voilà. Donc, voilà, les typologies. Super, donc les trois thématiques qu'on a récoltées grâce à vous. Que maintenant, côté licence, c'est ce que je vous expliquais, on a slide d'après, ça ne dérange pas le Redan. On a 2 types de licences parce que on a des jeux de données qui nous sont déjà arrivés en ODBL et des jeux de données qui n'avaient pas spécialement de licence, donc on les a mis en licence ouverte. C'est assez, on va pas rentrer dans le détail. Ensuite, du coup, si vous voulez récupérer vos données de la base régionale, donc c'est vraiment, faut comprendre que c'est vraiment toutes vos données qu'on a empilées, les unes au-dessus des autres. Et elle est disponible sur DataSud, cette base régionale vélo. L'avantage, par contre, c'est qu'elle est standardisée sur une matrice commune qu'on a définie au tout début du projet avec la région, ce qui permet de la rendre compatible avec les modèles actuels, notamment la BNAC. Donc, si vous voulez télécharger la base régionale pour voir à quoi elle ressemble, je vous ai mis le lien. Et si vous voulez voir le standard, il est disponible du coup dans l'onglet téléchargement et dans les annexes. Voilà. Je te laisse passer le Redan. Merci. Donc du coup, là, je vous ai remis tous les liens parce qu'en fait, on a une couche de données par licence. Donc pour les aménagements cyclables et les stationnements, on a 4 couches au total. Et pour les équipements et services, on n'a qu'une seule couche de données. Mais ça, c'est juste par rapport une différence, en fait, différenciation qui était nécessaire pour les licences, pour la transmission auprès de l'IGN. Voilà. Après, si vous voulez plus de détails sur les licences, je vous ai mis d'autres liens aussi sur le diapo. Je sais pas si maintenant côté OSM, donc il faut vraiment que la base de données en fait OpenStreetMap, c'est vraiment la base la plus exhaustive qui va être complétée grâce à vos données, grâce à la base vélo régionale. Et c'est vraiment cette base de données-là qui sera la plus exhaustive, la plus complète et sans doublon. Parce que si vous téléchargez la base régionale en brut, vous verrez qu'il y a forcément des endroits où il y a 2 fois la même infrastructure que dans OpenStreetMap, elle sera représentée qu'une seule fois. Et donc, du coup, dans OpenStreetMap, on retrouve les 3 thématiques comme dans la base régionale, l'infrastructure, le stationnement et les équipements et services. Par contre, cette fois-ci, il n'y a qu'une seule licence, c'est la licence ODBL. Si vous voulez plus d'informations, il y a le petit livret qui a été édité. Et du coup, là, si vous voulez, on va dire, faire des cartes ou travailler avec de la donnée sur votre donnée vélo, vous avez un seul lien, c'est celui d'OpenStreetMap sur DataSud. C'est vraiment les données les plus exhaustives, c'est celles qu'on a complétées et qu'on est encore en train de compléter. Sur DataSud, elle est standardisée, cette base de données, sur une matrice commune, donc qui est en français, parce qu'à la base d'OpenStreetMap, c'est des tags, pour ceux qui étaient là au Cartoparty et qui ont un petit peu suivi, c'est des tags en anglais. Donc là, on a fait l'effort avec Victor surtout, a fait l'effort de remettre ça sur une matrice en français, ce qui vous permet de travailler avec une base de données commune et à jour. Voilà. Donc, je pense que là, c'est Victor, peut-être qui va reprendre la main, si tu veux expliquer comment. Allez, Merci. Juste avant, Victor, Oui, on avait dis-moi. déjà une petite question de la part de Melvin Lodestro. Est-ce que les 2 couches diffusées selon les 2 licences sont identiques en contenu? Non, du coup, c'est ça la petite subtilité, c'est que chaque couche étant une licence différente, la donnée elle est en fonction de la licence. Donc, on n'a pas normalement 2 fois la même donnée. Enfin, ça se complète en fait. Ça peut potentiellement arriver, voilà, ça se complète quoi. C'est la fusion des deux qui fait l'ensemble des données que tous les territoires, enfin tous les acteurs du territoire nous ont donné à Emergis pour fusionner. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je reprends l'honnêteté. Donc ce qu'il disait, oui, Enzo, en effet, sur les données OpenStreetMap, on a fait le travail d'un peu rendre ça plus digeste, on va dire, pour tout le monde. Bon, il reste, voilà, pour être transparent, il reste un petit détail à affiner, mais ça va arriver très vite sur 2 colonnes. Et donc, du coup, toutes ces données-là, elles sont sur DataSud. Vous pouvez les récupérer, les télécharger. On est avec le bouton donc dans l'onglet télécharger. Et donc, il y a les formats, on va dire, tabulaires en CSV
ou Excel si jamais la donnée n'est pas trop lourde, mais là vu qu'on commence à avoir des données, surtout sur la partie OpenStreetMap et dans DataSud, vu que j'importe un peu le quart sud-est, ça fait des grosses données, donc c'est plutôt du CSV. Mais sinon, après, il y a aussi tous les formats géographiques, donc Shape ou GeoJSON, qui peuvent être exportés. Et également, vous pouvez directement interroger les couches avec les flux, donc WMS, etc., mais surtout en WFS ou OGC API pour interroger directement les éléments entre eux, pouvoir les filtrer et faire vos cartes avec. Voilà, donc, et sur un lien unique qui est du coup mis à jour tous les jours. Voilà. Et toutes ces données-là, du coup, elles vont servir également, comme on a dit tout à l'heure, à l'IGN. Et donc là, j'espère à l'IGN pour présenter. Bonjour à tous. Donc, Attends une seconde, Sandy. Est-ce que vous avez des questions sur l'exposé assez technique là de Victor qui a vraiment parlé, je pense, et tous les géomaticiens ont bien compris, mais est-ce qu'il y a des questions avant l'enchaînement avec Sandy Muscarmera ou pas? Bon, ça avait l'air assez clair. Donc on te laisse, Sandy. Alors attendez, et est-ce qu'ils seront sur le plugin DataSud de QGIS Oui. Alors le plugin, je promets, je m'y mets, je m'y mets avant cet été pour le refaire. Mais oui, l'idée c'est de le retrouver plus facilement et en effet dans un plugin QGIS, mais que là j'ai eu d'autres urgences que j'ai pas pu remettre à plat. Voilà. Mais ça, promis, ça arrive. C'est dans les bacs. C'est-à-dire fin juillet, fin août faut le temps que je le redéveloppe, faut que je m'y remette. Je peux pas donner une date de fin, mais promis, je m'y voilà. Ça fait partie des to-do list à faire pour remettre un plugin plus opérationnel, un peu dans. Vu qu'il y a un beau plugin de la géoplateforme, potentiellement s'inspirer de ça quand même. Voilà. Et sinon, pour accéder dans QGIS, vous pouvez accéder directement avec le lien WFS. Oui, sinon, oui, vous pouvez mettre les liens direct. Oui, voilà. Ok. Bon, on laisse la parole à Sandy Muscarmera de l'IGN. Qu'est-ce que... Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, excusez-nous. J'ai appuyé sur... Aujourd'hui, ça s'enchaîne pas très bien. On va repartager la présentation. Voilà, elle y est. Voilà. À toi, Sandy. C'est bon, parfait. Bonjour à tous. Donc, oui, juste un petit mot pour vous évoquer l'intégration de ces données base vélo dans la BD Topo. Donc, comme vous l'avez compris, il y avait pour le problème de licence, peut-être intégrer dans la BD Topo que des données qui étaient en licence ouverte. Donc, c'est pour ça qu'on a dû séparer les données selon les licences. Donc, ce travail d'intégration dans la BD Topo va se faire en début d'été, donc entre mai et juin de cette année. Donc par appariement justement avec les données qui ont pu être récoltées et intégrées dans la BD Topo selon les spécifications de la BD Topo. Donc ça concernera uniquement la thématique aménagement pour ces éléments. Et donc pour rappel, les infos cyclables dans la BD Topo se retrouvent dans les couches du réseau routier. On vous a mis en bas le lien pour pouvoir télécharger la BD Topo pour ceux que ça intéresse. Et pour info, donc après la BD Topo aussi pourra continuer à être mis à jour sur cette thématique via des signalements ou des contributions directes. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez vous rapprocher de l'IGN pour ce cas-là. Voilà. Avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des questions particulièrement auprès de la représentante de l'IGN? Mais c'est vrai qu'il faut qu'on voit aussi comment nous, puisqu'on a l'ambition d'actualiser la base de données vélo et qu'on offre la possibilité de la double licence, notamment licence ouverte. Donc, vos données pourront aussi continuer à être extraites par l'IGN directement. Voilà. Tout à fait. On a prévu après de pouvoir mettre en place une mise à jour. Et sachant que dans la BD Topo actuellement, il y a assez peu d'attributs sur la question des vélos. Et je crois que tu participes à un groupe de travail national qui ambitionne justement d'améliorer la BD Topo sur le sujet vélo.
Oui, on a déjà modifié la structure de la BD Topo justement pour pouvoir intégrer plus facilement les données, notamment voilà, avec les différents aménagements possibles. Donc la BD Topo, la structure a été modifiée justement pour pouvoir intégrer plus facilement différentes données. Ok. Emmanuel, merci. Alexandre. Merci. Juste une petite question. Quelles sont les données qui ne sont pas du coup dans la BD Topo, enfin qui ne seront pas, pardon, dans la BD Topo? Parce que j'ai Ah. compris que vous aviez dit 2 licences, mais là vous avez un peu perdu les non-spécialistes comme moi. Alors, En fait, vas-y, Cindy, si tu veux. Je te laisse. oui, c'est juste, il y aura dans la BD Topo ne rentre pas tout ce qui est éléments d'infrastructure comme les places cyclables. Il y a vraiment que les aménagements, c'est-à-dire les pistes cyclables, les bandes cyclables. Que les aménagements. En fait, l'histoire des licences, c'est un peu comme les photos. Vous avez différentes licences pour les photos quand elles sont publiées en ligne. Et donc, l'IGN récupère qu'un certain type de données qui sont issues d'une certaine licence. Mais grosso modo, ça représente quand même plus des 3/4 de la base régionale vélo qui sont en licence ouverte, donc qui seront intégrés dans la base, dans la BD Topo. Après, à voir par la suite comment ça sera mis à jour. Et il n'y aura qu'une seule des 3 thématiques. Voilà, il n'y aura que les infrastructures. Les stationnements et les équipements et services ne seront pas mis dans la BD Topo puisque ce n'est pas l'objectif de cette base de données-là. De la BD Topo, de l'IGN. Oui. Oui. D'accord, donc c'est moins, entre guillemets, enfin, de ce que je comprends, c'est moins un problème de licence, puisque quelque part les propriétaires de la donnée seraient d'accord pour la partager, sauf que dans la logique de l'hygiène, ça rentre pas dans ce qu'ils souhaitent mettre en valeur. C'est ça, il y a des spécifications qui sont établies pour la BD Topo, et actuellement, certains objets ne rentrent pas dans ces spécifications, donc on ne peut pas les intégrer. Ok, donc du coup, quelque part, c'est pas vraiment un problème de licence en soi. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui n'ont pas voulu que ces données soient partagées. C'est juste que ces données, entre guillemets, ne vous intéressent pas. Enfin, Enfin, elles sont pour l'instant pas intégrables en l'état tel dans ok. la structure de la BD Topo, oui, tout à fait. C'est ça. Marine, tu avais une question? Oui, merci. Parce que par exemple, chaque année, le ministère des Transports nous demande nos données, notamment en stationnement vélo et sans doute aussi en aménagement, mais bon, de manière moins récurrente. Euh, Où est-ce qu'ils vont aller puiser la donnée actualisée? Si vous voulez, peut-être qu'on en reparlera un peu plus loin dans le diaporama, mais en fait, ça fait partie des usages des données d'OpenStreetMap. En fait, OpenStreetMap vient alimenter la base nationale des stationnements vélos, qui est le point de référence justement à l'échelle nationale sur les statistiques de nombre d'arceaux vélos, de places vélos, etc. disponibles sur les territoires. Donc, en fait, c'est OpenStreetMap qui fait référence dans ce cas-là, et c'est aussi pour ça que la région a souhaité mettre à jour OpenStreetMap. Ok, Je sais pas si j'ai bien merci. répondu à la Si, question. si, Et si, si. c'est Si, pareil si. côté aménagement cyclable. Côté aménagement cyclable, c'est la BNAC, donc pour Base nationale des aménagements cyclables. Et là aussi, c'est OpenStreetMap qui tourne derrière. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de sujet par rapport à ce qui vient d'être dit sur le BD Topo. Voilà. BD Topo, D'accord, ça a d'autres usages. Après, peut-être que ça deviendra un des seconds référentiels à l'échelle nationale par la suite, quand ça d'accord, sera plus merci. exhaustif. Merci beaucoup. Bon, je dois relancer, je suis désolée, c'est encore bloqué de ma part. Donc, je ne sais pas ce qu'on a avec cette Ouais. présentation aujourd'hui. Loredan essaie de résoudre. Donc, c'est Enzo qui va prendre la suite pour montrer aussi tout ce travail d'un point de vue quantitatif grâce aux données collectées, aux données arpentées. Quelle incidence ça a eu dans justement OpenStreetMap, qui est une base de données mondiale, hein, on le rappelle. Voilà, avec des contributeurs qui s'entendent et ceux qui ont fait les cartoparties ont compris justement comment ça fonctionnait. Donc, je te laisse la parole, Enzo. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran ou ça ne fonctionne pas non plus? Oui, mais Oui. c'est pas en plein écran. Oui, parfait. C'était juste pour être sûr que ça fonctionne. Ok, donc, nous concrètement, notre travail, ça a été en fait de prendre la base de données vélo, de la comparer avec l'existant, donc ce qui était déjà présent dans OpenStreetMap, et ensuite d'ajouter des informations dans OpenStreetMap.
ou d'en retirer en fonction des cas. Mais l'objectif, c'était vraiment de contribuer à cette base de données mondiale qui est OpenStreetMap et qui sert de référentiel. Si vous voulez plus d'informations, on avait fait une présentation un peu plus technique avec Victor lors d'un événement, c'est disponible sur Peertube. Et sinon, on a une page du wiki OpenStreetMap qui est aussi disponible pour le projet. Là, concrètement, c'est des petites statistiques qui permettent d'évaluer la montée en qualité des données. Concrètement, en fait, on voit que depuis juin 2025, donc depuis le début de nos modifications dans OpenStreetMap, on a une croissance, une évolution croissante des voies mixtes qui sont bien souvent qualifiées en pistes cyclables dans OpenStreetMap. Et du coup, on a une décroissance aussi, donc une décroissance un peu des pistes cyclables et surtout des bandes cyclables qui sont bien souvent mis comme des bandes multifonctionnelles ou inversement. Bien souvent, en fait, les bandes multifonctionnelles sont qualifiées de bandes cyclables, alors que ce n'est pas vraiment des bandes cyclables. Enfin bref, tout ça pour essayer de vous représenter notre travail de qualité. Ce n'était pas forcément des ajouts, mais c'était des modifications qui permettent de rendre plus qualitative la base de données OpenStreetMap. Et côté du coup stationnement vélo, équipement vélo et service vélo, là on a fait aussi à peu près 2000 modifications et ajouts sur les stationnements vélo, ce qui est vraiment assez représentatif. Je pense qu'on en a ajouté, en fait, il devait peut-être déjà y en avoir 1000 ou 1500 dans OpenStreetMap, mais on a ajouté à peu près 1000 aussi, plus des modifications. Et pareil pour les équipements et services, dès qu'on avait de l'information, on a pu l'ajouter. C'est deux thématiques qui sont moins représentées dans OpenStreetMap, donc vos données ont vraiment été essentielles sur ce point. En parallèle, on a aussi fait des photos pour différentes raisons. Et ces photos, donc, elles sont disponibles sur Panoramax. Panoramax, c'est une alternative libre à Google Street View. C'est un projet collaboratif, souverain, avec des outils qui vous permettent d'explorer et de contribuer. Donc, en fait, là, vous pouvez d'ores et déjà vous connecter sur Panoramax et voir si on est potentiellement passé sur votre territoire. Et peut-être que du coup, vous aurez la chance de voir qu'on a fait des photos avec notre voiture. Donc, on a fait à peu près 1500 km effectifs en voiture et 500 km en vélo sur les aménagements cyclables. Et en tout, ça représente entre 4000 et 5000 km. Voilà, c'était vraiment des 1500 km et 500 km, c'était vraiment les kilomètres effectifs. Donc, au final, ça nous fait des belles petites photos sur tout votre territoire. Donc, si vous voulez, c'est disponible. Vous pouvez d'ores et déjà y accéder. Il faut dire à ce stade-là, on peut reprendre la slide Panoramax. Ce qui est intéressant, c'est que cet arpentage terrain, Immergis l'a opéré là où il fallait mieux qualifier la donnée, ou sinon, c'est qu'on n'avait aucune donnée vélo dans ces zones qui ont été parcourues, et que Immergis a transposé ces données qui ont été filmées et qui sont dans Panoramax. Il les a transposées dès lors qu'il a trouvé des aménagements, des équipements ou des services vélo. Il les a transposés dans OpenStreetMap. Donc ça, c'est l'intérêt. Mais si vous souhaitez utiliser ces photos pour aller voir qu'est-ce qu'il en est de la route qui a été parcourue, de l'aménagement, etc., ou des équipements, sachant que Panoramax prend aussi la Signa. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments qui ont été pris en photo. Voilà. Une photo sert vraiment à plein d'usages différents. Oui, pas uniquement pour le vélo. C'est ça. On peut, donc, je te laisse continuer, Enzo, sur les usages. Oui, alors concrètement, OpenStreetMap, en fait, ça sert à alimenter les référentiels nationaux. On a déjà du coup évoqué la question un petit peu tout à l'heure. Donc ça permet d'améliorer l'information des élus, des techniciens, des réseaux de collectivités, des associations et bien d'autres, et aussi du grand public tout simplement. Donc là, pour la partie référentiels nationaux, on a vraiment deux grandes bases de données, qui est la BNAC, la base nationale des aménagements cyclables, et la BNSC, pour la base nationale du stationnement cyclable. La BNAC, c'est un export qui est réalisé par GeoVélo et qui est déjà remis en français sur une matrice, comme nous avec la base régionale. Mais par contre, la BNSC n'est pas transformée. C'est vraiment les attributs bruts d'OpenStreetMap. Donc là, il faudra faire le petit effort d'aller voir dans le wiki d'OpenStreetMap à quoi correspond quel attribut. Mais voilà, c'était vraiment important de mettre OpenStreetMap à jour pour ces raisons. Et OpenStreetMap, du coup, c'est aussi
un référentiel pour les applications GPS qui permet du coup d'améliorer l'information des usagers. Je vous en ai mis 5 à l'écran, il y en a plein d'autres. Aussi, il y a d'autres applications tierces qui utilisent OpenStreetMap comme Facebook, Le Bon Coin, etc. Donc c'était aussi vraiment un grand intérêt de mettre OpenStreetMap à jour pour ces applications-là et pour éviter de devoir refaire le travail. Sachant que derrière ces applications, elles sont utilisées parfois par nos applicatifs, et c'est le cas de Zoo. Pour les calculateurs d'itinéraires multimodaux, ils sont en partenariat avec ces applications pour faire les calculs d'itinéraires, soit vélo, soit multimodaux. Donc, c'est important d'actualiser OpenStreetMap pour notre offre de transport et la lisibilité des parcours possibles. Exactement. Et du coup, ça permet aussi OpenStreetMap est aussi utile pour faire des études et des statistiques à l'échelle nationale ou même plus large encore, internationale ou européen. Ce qui permet de faire des cartes, des atlas à toute échelle du territoire. Donc concrètement, si vous voulez faire une carte qui englobe votre territoire et ceux d'à côté, grâce aux données d'OpenStreetMap, c'est possible. Voilà, c'était un exemple, deux exemples d'une étude et de l'observatoire du coup d'un atlas de réseau vélo et marche qui permet de voir le nombre de stationnements vélo en gare. Voilà. Ça, c'est vraiment des données OpenStreetMap derrière. Je te laisse la main, Ségolène. Merci. Donc, j'ai essayé, mais il y en a d'autres, à vous de les imaginer aussi, les usages métiers de ces données. Donc, on l'a évoqué, on va vous faire un petit zoom sur la création de cartes. Et ces cartes, elles permettent pour les politiques, je pense que ce qui est compté, c'est ce qui compte. Et donc, elles permettent justement de visualiser ce qui est compté en termes de linéaire d'aménagement. On nous le demande régulièrement, nous, à l'échelle régionale, et je pense que vous, c'est le cas aussi. Ça permet aussi de contextualiser vos aménagements par rapport à un territoire plus large que celui de la commune ou de l'EPCI. Et ça peut servir d'aide à la décision pour programmer là où on voit justement les besoins ou les sections manquantes. Évidemment, vous pouvez aussi extraire les données chiffrées sur les liens que vous a présenté Victor. Et avoir derrière, avec ces données chiffrées, de créer les indicateurs que vous souhaitez. Sachant que des indicateurs, il y a l'Observatoire du vélo dans les territoires, qui est, vous le savez, c'est une émanation du réseau vélo et marche, qui utilise toutes ces données OpenStreetMap et qui a élaboré un certain nombre d'indicateurs pour les communes, les EPCI, les départements, les régions. Donc, vous pouvez aussi utiliser des indicateurs qui sont établis par l'Observatoire de façon uniforme et homogène à l'échelle nationale. Ça permet de se comparer. Donc, vraiment, je vous conseille d'aller voir cet Observatoire du vélo, sachant qu'actuellement, les données et les indicateurs sont tous ouverts, même pour les non-adhérents au réseau vélo et marche. Peut-être que prochainement, dans les années à venir, ça sera plutôt une synthèse, mais ça permet aussi de vous situer par rapport à d'autres territoires. Donc, l'idée, c'est vraiment que cette alimentation permet aussi d'être au plus près de la réalité de vos investissements pour donner à voir à vos décideurs et de bien orienter nos investissements ou notre stratégie de déploiement, d'équipement, d'aménagement. Voilà. Une dernière chose aussi, c'est vrai que pour nous, régions, ces données-là, elles peuvent servir aussi à la mise en œuvre des fiches actions qu'on a dans les contrats opérationnels de mobilité. Elles servent aussi aux bureaux d'études qui nous accompagnent pour les SERM, puisque la donnée, elle est plus actuelle et je sais qu'ils sont allés récupérer la donnée dans OpenStreetMap. Voilà. Donc là, je laisse la parole à Victor.
Ah oui, c'est la partie. Donc, du coup, en effet, toutes ces données-là, comme on a dit tout à l'heure, on peut les télécharger ou les utiliser en flux. Et pour ceux qui n'ont pas forcément de géomaticien ou d'outils directement à disposition, en effet, de ces données-là, vous pouvez en faire vous-même des cartes à la demande, on va dire, avec donc dans différents points, hein. On en a mis 3 UMAP. Présenté par OpenStreetMap, ma carte de l'IGN, et aussi dans DataSud directement, il y a un module carte qui vous permet de faire une carte. Tu peux passer à l'étape d'après. Donc, il y a plusieurs points d'entrée. Vous pouvez entrer directement quand vous êtes sur un jeu de données, dans l'onglet données, vous faites ouvrir dans Maps et ça vous ouvre une carte avec la donnée que vous avez et vous pouvez changer un peu la symbologie, rajouter d'autres couches et bien sûr l'imprimer en PDF. Voilà, pour pouvoir le rentrer faire comme vous voulez. Et vous avez en bas, je vous ai mis un lien directement vers un petit guide qui a été fait là, par Pauline, qui est parmi nous, dans les usages du module Maps dans DataSud. Voilà, et plus. Voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe DataSud, on sera tous ravis de vous répondre. Donc là, merci Victor. On a un petit temps d'échange sur justement ce qui vous a été présenté, sur les liens qui sont dans DataSud. Donc vous avez compris, un lien vers la base de données ou un lien vers OpenStreetMap pour faire des cartes. Je vois qu'il y a une question de Melvin Lodestro qui pose la question de s'il y a eu un référentiel des catégories qui a été établi à l'occasion de ce travail. Je te laisse la parole, Enzo. Oui. Est-ce que c'est possible? Alors, j'essaie de reformuler la question, mais j'ai un référentiel des catégories. J'arrive pas à cerner la demande. Je pense peut-être que c'est un référentiel sur les attributs, attributs à récolter, c'est-à-dire les informations, les types d'informations. Mais Melvin, peut-être que vous pouvez ouvrir votre micro et exprimer la question. Si la question est bien celle-ci, vous avez du coup on plus a eu une d'informations. matrice dès le départ. Voilà, en fait, vous avez accès du coup à la matrice. Alors, je sais plus où je l'explique, mais voilà, dans donc le standard en fait, qui est disponible sur DataSud, dans la thématique que vous souhaitez, dans l'onglet téléchargement, vous avez la matrice. Et en fait, la matrice concrètement, c'est tous les champs, donc tous les attributs qu'on peut venir remplir avec toutes les valeurs. Et donc ça vous permet de savoir ce qu'on recherche à récolter dans cette base régionale et dans OpenStreetMap. Je peux donner des exemples. Par exemple, les champs pour les aménagements cyclables, c'était le revêtement, la rive, le positionnement de l'aménagement cyclable, rive droite, il y a surtout la typologie, savoir quel type d'infrastructure c'est, savoir si l'aménagement est éclairé, effectivement savoir si le type de revêtement, la largeur potentiellement, s'il est à sens unique, à double sens. Toutes ces informations-là, elles nous permettent vraiment d'enrichir au maximum OpenStreetMap et après d'avoir des données les plus fiables possibles. Et c'est des données effectivement des attributs qu'on récolte dans la base régionale. Après, pareil pour les stationnements, c'était notamment la typologie, si c'est un arceau, un rack, etc. S'il est surveillé, éclairé, s'il est couvert dans un bâtiment. Enfin, vraiment, en fait, c'est la description de chaque objet est définie par cette matrice qui est disponible sur DataSud. Sachant que grâce à cette matrice qui était assez complète et compatible avec la BNAC, pour qu'après, justement, les données d'OpenStreetMap qu'Imergis a actualisées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de modifications. C'est que des accotements multifonctionnels sont devenus des bandes, ou des bandes cyclables sont devenues des accotements multifonctionnels, etc. Donc, il n'y a pas forcément un ajout consistant de linéaire d'aménagement cyclable, mais ça a permis de mieux qualifier, comme l'a déjà dit Enzo, les objets. Parce que derrière, ça a des incidences sur les itinéraires. Il y avait un complément à la question. Ma question faisait allusion plus spécifiquement à la direction des aménagements évoqués, plus haut par Anthony Pasquet. Du coup, j'ai pas la précédente question d'Anthony Pasquet, je suis désolé. Peut-être que je peux essayer de la retrouver.
Mais sinon, sur la page du wiki qu'on a fait pour le projet, vous avez toutes les typologies d'aménagement qu'on recense. Je sais pas, mais c'est pareil, c'est disponible sur la matrice. En fait, Pour compléter, dans la description des jeux de données OpenStreetMap dans DataSud, vous avez le lien vers ce wiki-là et vers le wiki qui a été fait spécifiquement pour ce travail, donc vous retrouverez dedans. Et si on répond sur la typologie, en gros, c'est basé sur les descriptions un peu officielles quand même des typologies. Donc une piste cyclable, ça a une vraie caractéristique. C'est la question d'avant, je crois que c'est ça. C'était comment on différencie une piste cyclable, comment faites-vous la différence entre un aménagement mixte et une piste cyclable? Voilà, une piste cyclable, c'est une voie séparée, propre, avec de la signalétique, alors que c'est un peu plus... ça a un cadre, quoi. Ah oui, cadre d'accord. normatif, J'ai retrouvé Voilà. la question du coup Tu d'Anthony. as retrouvé comment? Ouais, comment faites-vous la différence entre aménagement mixte et piste cyclable? À quoi correspondent ces deux définitions? Concrètement, on l'a évoqué dans la page du wiki. Après, c'est un peu du cas par cas en fonction de comment a été réalisé l'aménagement cyclable. En fait, la théorie veut que ça soit simple. Dans la pratique, c'est un peu plus complexe. Donc, on essaie de le retranscrire au mieux dans OpenStreetMap. Après, voilà, s'il y a des endroits qui ont été mal décrits, potentiellement, on peut rééchanger sur la question, Anthony, par la suite, sur OpenStreetMap directement. Il y a Marie, du coup, Marie Ruiz Arnaud, qui nous demandait comment faire corriger des données erronées sur OpenStreetMap. Comment faire corriger? Mais en fait, c'est pas forcément sur le vélo. En fait, moi, je suis très novice sur ce sujet et je me demandais comment corriger. Donc, Ok. mais vous m'avez répondu, donc du coup, Ok, c'est bon. voilà, j'essaye en parallèle de me connecter, de comprendre comment faire. Sachant qu'on en reparle après, mais on va aussi venir faire des formations, donc il ne faut pas hésiter à se manifester à ce moment-là. Comme ça, on vous expliquera comment corriger OpenStreetMap. Très bien, je mets dans la boucle ma collègue qui suit également ce webinaire, Alexandra Gréco. Si elle se reconnaît, si elle entend, je pense qu'on échangera ce sujet. Merci. Il y avait une question, quelqu'un qui a levé la main. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, Monsieur Cesson, Terre de Provence Agglomération. Au niveau des mises à jour, si on met à jour OpenStreetMap directement, comment se fait la mise à jour de votre base? Comment vous le voyez et à quelle fréquence? Parce que sur notre territoire, en fait, vous pouvez venir me voir parce qu'on a pas mal de données. Il y a des routes qui ont été taguées avec des voies cyclables et tout, qui pour nous ne le sont pas. Donc si après on le met dans un calculateur d'itinéraire, c'est pas très bon. Est-ce qu'on peut aller directement modifier OSM et vous irez directement voir les mises à jour pour les télécharger? Oui, alors pour les... Je te prends la parole, tu fais un complément Enzo, mais sur OSM, oui, vous pouvez mettre à jour directement dans OSM et les calculateurs d'itinéraire, excusez-moi, ils vont prendre en compte directement, ça dépend, les éditeurs, on va dire, ils ont des fréquences de mise à jour de leur côté, mais ils vont pas aller prendre la donnée côté DataSud, ils vont la prendre vraiment directement d'une extraction directement de leur côté depuis OpenStreetMap. Nous, dans DataSud, pour répondre sur l'extraction qu'on fait sur notre zone géographique de la donnée, la donnée, elle est mise à jour toutes les nuits. Donc, du coup, s'il y a une modification qui a été faite aujourd'hui, par exemple, vous la verrez dans la couche OpenStreetMap correspondante demain avec la modification, quoi. Voilà. L'inverse, c'est vrai. Si on met à jour OSM, le lendemain, on le verra sur votre flux WFS. C'est ça, voilà, oui. D'accord. Parce que nous, de notre côté, avec le service mobilité, on n'osait pas changer parce qu'il y a des routes, des bandes multifonctionnelles. Pour nous, dans les calculateurs, il y a des fois tagué que c'est du vélo, les bandes multifonctionnelles, alors que c'est des grandes départementales et il ne faut pas envoyer des gens en vélo sur ces départementales qui est bande multifonctionnelle. Ce n'est pas fait pour les vélos, quoi. Je crois qu'on avait déjà évoqué le sujet lors du dernier webinaire. Oui, tout à fait.
La dernière fois, c'était donc une départementale qui était qualifiée comme comme ayant des bandes cyclables. Tout à fait. Et ça, du coup, nous, on l'a corrigé de notre côté. Normalement, sur au moins une partie de la départementale. Après, si vous avez d'autres données, on peut toujours les recevoir et du coup les mettre à jour. Et sinon, par la suite, effectivement, vous pouvez de vous-même mettre à jour OpenStreetMap. Après, les calculateurs d'itinéraire, en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent pour envoyer là où ils veulent les vélos. Mais effectivement, mieux les infrastructures elles sont décrites, et ben mieux ça permet aux calculateurs itinéraires de bien orienter les personnes. Donc effectivement, si c'est une bande multifonctionnelle, il faut que ça soit correctement décrit, je suis d'accord. Voilà, mais une bande multifonctionnelle, vous l'avez taguée quand même qu'un vélo peut passer dessus. Ce qui est embêtant pour moi, enfin pour nous, le service mobilité, il n'est pas là avec moi, mais il dit s'il y a un calculateur derrière qui dit c'est un vélo, on peut faire passer un vélo, c'est gênant. En fait, il faudrait voir concrètement le tag qu'on a ajouté, donc la clé valeur, parce que potentiellement, elle ressemble à celle qu'on utilise pour décrire les bandes cyclables, mais la valeur n'est pas identique. Donc vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour échanger sur ce point précis. Alors, juste une précision, Monsieur Cesson. Au sens du code de la route, les vélos peuvent circuler sur les bandes multifonctionnelles. Oui. Mais normalement, un calculateur d'itinéraire tel qu'un qui est très connu, du type GeoVélo, si l'accotement, c'est le seul aménagement qui autorise le vélo, parce que toutes les routes sont ouvertes au vélo, sauf les autoroutes, les voies express, effectivement. Mais GeoVélo va peut-être dire vous pouvez passer par là, mais c'est suivant les profils. Si on est un profil de personne qui veut vraiment le plus d'aménagement cyclable, le plus sécurisé, ne va pas engager les cyclistes sur ces accotements multifonctionnels. Ça dépend aussi du profil que vous rentrez dans le calculateur d'itinéraire. Mais on ne peut pas interdire à un cycliste, sauf arrêté du département, d'interdire un cycliste ou un piéton de longer la route départementale qui est certainement dangereuse et avec un trafic important. Je suis d'accord avec vous, mais je n'ai pas parlé d'interdire. J'ai juste dit de ne pas le taguer en précisant qu'on peut passer avec un vélo dessus, quoi. C'est-à-dire, c'est une bande multifonctionnelle et pas taguer vélo, quoi. C'est-à-dire, c'est une bande fonctionnelle, celui qui veut le prendre, il veut le prendre, mais pas taguer vélo, parce que sinon, je ne sais pas, nous on a une départementale, la déviation de Nove, si c'est tagué vélo et qu'il y a une famille de 4 personnes, les petits vont se faire couper en deux, quoi. Je suis bien d'accord avec vous. Sur ce point précis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour qu'on avance ensemble. Mais je ne sais pas s'il y a des questions un peu plus généralistes. Le calculateur d'itinéraire vraiment d'être attentif sur les types de profils qui peuvent emprunter ce type de route et de prévenir. Voilà. À ce sujet-là, même si la société Emergis veut venir nous rencontrer à ERAG, je crois que la dernière fois je l'avais dit, parce que on a une bonne base de données SIG, de voir un petit peu, est-ce que je mets directement OSM à jour par rapport à ma base de données, ou est-ce que vous voulez récupérer quelque chose, notamment, et je ne sais pas si vous avez remarqué, nous aussi sur OpenStreetMap, je suis à 600 km sur nos 13 communes, pas OpenStreetMap, Panoramax, au niveau des vues 3D, quoi. Et là, je vais continuer toutes les rues à les faire. Donc voilà, si vous voulez reprendre contact avec moi, il n'y a pas de souci, on se voit un petit peu plus pour voir comment on pourrait travailler pour mettre les 13 communes à jour, quoi. Mais si vous me dites de mettre à jour OpenStreetMap, moi, il n'y a pas de souci, je le ferai. On va évoquer, Emergis travaille avec nous jusqu'à octobre 2026, donc il y a une partie de mise à jour pour compléter la donnée, donc c'est tout à fait possible. On va enchaîner avec Merci. S'il n'y a plus d'autres questions. Je crois, par rapport J'ai cru en voir passer une autre, mais sinon je pourrais y répondre par la suite. Sauf si la personne veut intervenir. Sur quel outil on utilise pour mettre à jour OpenStreetMap. Et donc oui, on utilise bien JOSM et pas UMAP. UMAP, c'est vraiment un outil qui permet de créer des cartes. Voilà, donc, JOSM permet d'éditer la base de données OpenStreetMap. Ok. Donc, on va enchaîner justement. Donc là, on l'a vu tout à l'heure dans les étapes
les grandes étapes du projet. On est en avril-mai, vous voyez, Imergis aura publié dans OSM l'ensemble des données qu'il a collectées, ou voilà, soit en modifiant les données qui sont dans OSM puisqu'elles ne correspondaient pas complètement à la réalité, ou sinon à compléter, à créer de nouveaux objets. Et comme je l'ai montré aussi, Imergis va nous accompagner jusqu'à octobre 2026, mais il s'agit aussi de se mettre en ordre de marche, nous tous, pour actualiser ces données dans OSM ou plus simplement dans la base de données vélo de la région sur DataSud. Du coup, tout le monde l'objectif, n'est pas obligé de contribuer dans OSM. Donc, on a prévu des formations justement à destination des collectivités. Et donc là, je laisse la parole à Imergis. Oui, du coup, l'objectif des formations, c'est de vous montrer concrètement comment on contribue soit à OpenStreetMap, soit à la base de données régionale, à l'échelle de votre territoire. Peut-être que pour les différents objectifs, alors il y en a d'autres, mais vous avez découvrir DataSud, OpenStreetMap, fiabiliser les statistiques, améliorer et fiabiliser les trajets vélo et multimodaux des calculateurs d'itinéraires. Les agents concernés, donc ça va être les missions déplacement, mobilité, vélo, les géomaticiens ou sigistes, ou référents sur l'une des deux thématiques. Alors concrètement, le programme, on va essayer de séparer ça un peu en deux parties, donc sur une journée complète, une formation d'une journée. La première partie, ça va être pour les géomaticiens et les référents mobilité. Donc on va découvrir le projet avec OpenStreetMap et DataSud, commencer les premières contributions dans OpenStreetMap avec un outil qui s'appelle ID directement sur osm.org. Et la dernière étape, c'est comment récupérer mes données une fois que je les ai mises à jour. Pour ceux qui sont intéressés, et particulièrement pour les géomaticiens qui sont sûrement plus à même de contribuer de façon intensive sur OpenStreetMap, on verra du coup l'après-midi comment utiliser l'éditeur JOSM pour Java OpenStreetMap et comment on peut réaliser une analyse thématique avec les différents flux qui sont disponibles sur DataSud, avec un style particulier, puisque c'est un style qui permet de visualiser la latéralisation des aménagements cyclables, donc voir s'il est à droite ou à gauche, et quels outils utiliser ou quels outils il faudrait mettre en place pour apporter du contrôle qualité sur OpenStreetMap. Ça, c'est un peu la même chose, mais voilà, c'était la slide de la dernière fois sur quel public cible, quel parcours, etc. Donc, les modalités, concrètement, on va venir au mois de juin pour vous dispenser ces formations. Je viendrai du coup avec Victor pour faire les animations. Il y aura 11 formations de prévues sur tout le territoire. Donc le public, je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure, le public cible. Après, si vous êtes débutant, intermédiaire ou expert, il n'y a pas de... c'est ouvert à tout le monde. Voilà, il n'y a pas de billet d'entrée, de connaissances minimales sur le sujet pour venir. Mais si vous êtes référent sur l'une des deux thématiques, c'est quand même mieux. On vise à peu près entre 5 et 20 personnes par formation. Et les villes d'accueil pressenties sont à droite. Donc on a Digne, Manosque, Briançon-Gap, Casa, Nice, Marseille, Arles, Toulon, Dracénie et Avignon. Le lieu exact de chaque formation reste à définir, puisque d'un côté on a les maisons de la région et de l'autre, on va venir potentiellement, je vais essayer de venir vous solliciter pour trouver des lieux pour pouvoir faire toutes ces formations. Donc l'objectif, c'est bien sûr de favoriser la mise à jour des données dans le temps long, puisque notre mission, elle s'arrête cette année. Juste, on peut laisser la petite slide. Ouais. Je voulais merci. Voilà. L'idée de ces formations, il y en a 11, et c'est de vous permettre de venir au plus près de chez vous. Donc, la région a des maisons de la région dans les grandes villes, que sont Nice, on a le siège de la région à Marseille, il y a Toulon, il y a une maison de la région à Avignon, une maison de la région à Digne, ainsi qu'à Gap. Mais pour éviter des déplacements trop importants pour les chargés de mission, les
les géomaticiens. L'idée, c'est d'avoir au moins deux sites de formation dans les départements assez étendus. C'est pour ça qu'on a identifié ces 11 sites. Donc, je suis en train de chercher des dates dans les maisons de région et je vais faire une petit mail introductif pour introduire Enzo qui va essayer de trouver des dates avec vous pour que derrière mobiliser les techniciens autour de votre territoire. L'idée, c'est vraiment d'être au plus près de vous, sachant que ça vient au complément des cartoparties pour ceux qui en ont déjà fait, des techniciens, mais il y a des territoires, ça a plutôt été des représentants associatifs qui étaient présents. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire parce que Enzo et Victor vont vraiment être à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez d'ores et déjà des questions sur la partie formation. J'en vois pas. La formation pourra-t-elle te faire... Pardon. Oui, allez-y. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que la formation pourra se faire en distanciel pour certains, pour les sigistes qui auront du mal à se déplacer ou pas forcément? On a vraiment prévu du présentiel. C'est très difficile d'animer en distanciel et c'est pour ça qu'on a mis 2 sites. Vous voyez, Briançon-Gap pour éviter de faire plusieurs dizaines de kilomètres, l'est des Bouches-du-Rhône, le Haut-Var et le littoral. Voilà. Donc, on a vu comment se sont passées les cartoparties et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple en petit groupe que Kenzo et Victor répondent aux questions. Voilà, non, c'est mono format, c'est-à-dire en présentiel. Ok, merci. Moi, ma question m'a porté pratiquement comment on informe les gens de la possibilité de ces formations. Est-ce que vous avez déjà votre fichier ou est-ce que nous, on doit essayer de diffuser cette information? Alors, je te remercie, Emmanuel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Emmanuel, et puis elle a ses homologues dans le Var et dans les Hautes-Alpes, Emmanuel met en place les actions des contrats opérationnels de mobilité et a énormément de contacts avec les EPCI de ces territoires. Donc oui, on a un répertoire. Enzo, tu vas nous rappeler combien de contacts on a depuis le début du projet. Oh là, je peux aller chercher ça. Mais bon, on en a beaucoup. Certains, voilà, c'est un boulot en soi d'actualiser ce répertoire. Après, je pourrais peut-être vous partager ce répertoire sur les 2 départements que vous suivez chacune pour que vous nous complétiez ou vous actualisez les noms de vos contacts, puisque normalement, Immergis a vraiment trouvé, il est parti de notre base et depuis 1 an et demi, il a actualisé les contacts. Peut-être qu'on en a oublié certains. Le Scott a complété avec les géomaticiens, les référents des agences d'urbanisme. Donc Enzo, on a combien de contacts? À peu près 150. Voilà. Un petit peu plus. Mais ce n'est pas une mauvaise idée de vous envoyer pour chacune pour les 2 départements que vous suivez, si vous avez d'autres contacts. Pour que. C'est-à-dire que à ce stade, en fait, il y a 2 échelles et vous l'avez bien vu, enfin, vous l'avez bien intégré. Il y a effectivement les spécialistes, les experts que vous êtes, et la plupart autour de l'écran sont des experts. Et puis, il y a les gens comme un peu moi, et pas que moi d'ailleurs, autour qui maintenant trouvent de l'intérêt à cet outil-là pour ce qu'il va permettre de mettre en valeur. Et donc, qui ne sont pas des experts, mais qui sont quand même intéressés pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne et que ça soit au maximum mis en valeur pour ce que ça va permettre de faire. Et donc, ça, ce n'est pas forcément exactement les mêmes personnes. Donc, ce n'est pas sûr que ce soit dans les contacts que vous avez déjà, parce que vous allez avoir les contacts des gens qui sont vraiment soit des gens vélo, soit des géomaticiens. Oui, mais effectivement, parfois, on a dans l'équipe, on avait des référents vélo, mobilité, le Scott avait ses référents géomaticiens, mais effectivement, vous avez peut-être des chargés
déplacements qu'on ne connaît pas, effectivement. Et ça fait partie du public cible parce qu'il faut qu'ils travaillent dans la main avec des géomaticiens, où il y a des collectivités, il n'y a pas de géomaticiens. Donc, on compte sur eux aussi. Voilà. Donc, je vais faire ce travail et c'est vrai que si je ne sais pas si Nathalie et Valérie sont connectées, mais c'est vrai que je leur ferai le retour. Ouais, être assez réactif parce qu'il faut qu'on trouve ces 11 dates au mois de juin, peut-être, voilà, on essaie de regrouper les interventions et les déplacements pour les optimiser sur toute la région. Et Ok, on a une merci de la question. proposition. Peut-on s'inscrire via notre structure plus tard? Moi, en tant que bénévole, je ne sais pas si les représentants seront open. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais du coup, ces formations-là, elles avaient plus pour objectif de sensibiliser les collectivités et de former les collectivités. Pour les associations, on a déjà fait des cartes aux parties, donc en fait, il va y avoir beaucoup de redites si vous revenez. Et on va en refaire une. Ça va être le point suivant. Enfin, même deux. On va refaire 2 sessions de cartes aux parties en visio. Ça semble répondre à la Au revoir, question. Marie. Est-ce qu'il y avait d'autres... Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. On verra si vous êtes quelle association Chaval-Arias, monsieur ou madame? Vous m'entendez? Oui, Ouais, voilà, je suis bénévole de l'association Mobilidé et j'ai effectivement participé à une carte-partie, donc ça c'est intéressant, je trouve. Et si c'est plutôt pour les collectivités, ça me paraît bien de refaire une carte-partie, effectivement, mais je suis pas, je suis bénévole à titre ponctuel. En fait, j'ai pas vraiment de pouvoir de décision sur qu'est-ce qui peut être organisé à ces moments-là. Oui, oui, pas de souci. Mais c'est pour ça qu'on va organiser 2 autres cartes aux parties Trop bien. en visio. voilà. Donc j'ai Les l'impression formations, qu'on a fait le tour ouais. pour les formations et on va passer à la dernière partie de ce rendez-vous et on va évoquer les cartes parties. Donc comme je l'ai déjà plusieurs fois évoqué, donc là je ne sais plus si c'était moi qui intervenais, oui. Immergis nous accompagne jusqu'à octobre 2026. Sa mission dure 2 ans. Pour l'instant, la région n'a pas décidé de financer une mise à jour sur le long terme par un prestataire extérieur. Elle a déjà pris le parti de financer ce travail socle d'une base de données qui va être quand même très complète, qualifiée, mais c'est vrai que c'est aussi le travail de tous de se saisir de cette mise à jour parce que c'est vous qui avez la donnée, qui complétez les aménagements, les équipements, les services. Donc, excusez-moi, Immergis donc, continue à travailler pour nous et à collecter la donnée, ou comme l'a proposé effectivement Monsieur Cesson, donc vous pouvez échanger avec Immergis et il va revenir vers vous pour recollecter les dernières données que vous auriez, les nouvelles données que vous auriez produites ou les nouveaux aménagements. Et c'est Immergis qui peut les publier sur OSM jusqu'à octobre 2026. Et les formats sont indiqués. Donc, profiter, entre guillemets, de la présence et de l'expertise d'Immergis. Et j'en profite du coup, si vous avez des problèmes dans OpenStreetMap sur des points précis, n'hésitez pas, c'est le même mail. Voilà. Mais on a commencé justement cet enjeu de la mise à jour, on a commencé à l'anticiper en organisant des cartoparties. Donc merci encore aux associations et aux trois associations, 3 collectivités qui ont co-organisé avec nous ces cartoparties dans les territoires en présentiel. Donc elles ont eu lieu entre mars et avril, non, janvier et mars, pardon, ça passe très vite. Et nous sommes allés dans chaque département.
Là, le public était très large, c'était les collectivités et les représentants associatifs, parce que tout le monde peut être contributeur d'OSM. Donc voilà, au total, c'est un peu plus de 60 personnes qui ont été sensibilisées et formées justement à la saisine dans OpenStreetMap. Il y a eu des sessions avec même du terrain pour aller collecter, prendre en photo et mettre directement dans OSM. Et je pense que ça a été apprécié. Mais c'est vrai que ce sont des outils qui ne sont pas forcément... bon, pour les géomaticiens, ça peut être facile, mais on fait ces sensibilisations à OSM en 2 parties. Donc, la première partie, c'était sur des objets ponctuels, c'était le plus simple, c'était les stationnements. Et on vous propose 2 séquences complémentaires en visio, donc le 22 et le 29 avril. Et c'est pour les participants aux cartoparties. Donc, on va vous envoyer des mails d'invitation pour compléter ces cartoparties. Voilà. Donc, merci, Monsieur Daou. C'est vrai qu'il y a eu une très forte représentation de tous les EPCI, notamment des LVA. Mais à d'autres endroits, c'était plutôt les associations. C'était le cas à Digne, mais il y avait aussi des collectivités, des responsables de mobilité de P2A. Donc voilà, je pense que c'était très bien d'être en présentiel et d'être à votre écoute. Donc voilà, du 22 au 29. Donc avant les grandes vacances, cela serait parfait. Mais c'est même prévu du 22 au 29 avril. Je répondais à une question précédente. Voilà. Donc ça, c'était... Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, pour conclure, vraiment, même si la région, avec Immergis, a souhaité établir cette base de données, on va avoir des données assez complètes, qualifiées, mais vraiment, comme je l'ai beaucoup dit, il y a cet enjeu de la mise à jour avec vous pour les années à venir. Soit les associations, parce qu'elles auront été sensibilisées et qu'elles le font déjà, et qu'il y a des membres des associations qui sont très contributeurs. Mais l'idée aussi de ces cartoparties, c'était de rappeler le standard, qu'est-ce que sont les aménagements, les typologies de stationnement. Mais les collectivités, ceux qui aménagent, ceux qui ont la compétence mobilité, c'est là où il y a souvent les services SIG, tout le monde est responsable maintenant de faire vivre cette base de données pour qu'elle continue à être fiable avec toutes les applications qu'on a montrées. Donc, pour faire vivre et actualiser cette cartopartie, donc, on organise séances formation dans vos territoires. Il y a encore la possibilité, et ça va se pérenniser pour les années à venir, de contribuer dans DataSud. C'est Victor et Enzo qui vous ont montré, puisque vous pourrez contribuer même si ce ne sont pas des données OSM, mais des données, ça peut être des données SIG toutes simples. Et la région se chargera de les publier dans OpenStreetMap. Donc voilà, il y a les liens pour déposer dans DataSud. Et puis aussi, vous pouvez aussi contribuer directement dans OpenStreetMap. Mais là, il y a les formations, si vous en avez besoin, à votre disposition. Voilà, je crois qu'on en a terminé. On peut mettre la dernière slide, qui est un lien et la page projet qui est animée, actualisée par Loredane, qui a assuré aussi toute la partie technique de la réunion, et je l'en remercie. Donc, ce lien-là vous montre tout le projet. Vous avez accès au replay des précédentes réunions. Les liens pour actualiser justement la BD Vélo, soit dans la base de données vélo régionale, soit dans OSM. Est-ce que vous avez... il y aura effectivement l'enregistrement aussi. Donc, si vous avez une dernière question, profitez-en. Sinon, on peut se quitter. Et on vous remercie de vous être connectés et de l'intérêt que vous portez au projet aujourd'hui et demain. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, tout le travail fait par tout le monde.
Merci. De rien, en espérant que c'était pas trop technique, mais bon, ça l'est quand même. Un peu. Un peu. Beaucoup. Mais il y a tous les publics qui sont autour de la table. Voilà, et c'est ça. l'idée, c'est de travailler ensemble, quoi, entre les gens qui ont envie que la donnée vélo, elle parvienne à tous les usagers et aussi les géomaticiens dont on a vraiment besoin pour que cette donnée soit qualifiée. Voilà, bon, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Merci à tous pour votre connexion et puis à bientôt dans les formations et puis n'hésitez pas à contacter Enzo, il vous a mis son mail dans de nombreux slides. Voilà, pour continuer à recenser tout ce que vous avez fait sur les territoires. Je peux arrêter. Merci.